Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, pour ce retard. J'ai eu, quelques soucis de connexion pour commencer et je vous remercie énormément pour votre présence d'aujourd'hui et je suis ravi, de vous présenter, les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon mémoire, de fin d'études en actuariat. Avant de commencer, je tiens à adresser mes remerciements au cabinet, Primact, mon entreprise d'accueil. Je remercie également mes 2 encadrants, pour leur accompagnement. Disons Frédéric Plancher, côté entreprise et monsieur Quentin Guibert côté académique. Et dans cette présentation, je vais vous parler de mon mémoire qui porte sur, les générateurs de scénarios économiques non paramétriques où j'ai effectué une modélisation avec des réseaux de neurones sous, probabilité historique et risque neutre. Avant d'aborder, disons, les aspects techniques, il est, essentiel de bien comprendre le contexte et ainsi que les problématiques associées, dans cette étude. Pour ce faire, je vais rappeler c'est quoi un générateur de scénario économique ou GSE. Disons que c'est un modèle mathématique qui simule l'environnement, économique. On peut le voir comme si ça projetait, des facteurs de risque économiques et financiers. Et le processus de génération de scénarios économiques peut être synthétisé en 3 étapes. La première étape concerne, l'environnement de modélisation qui consiste à choisir les variables économiques à modéliser dans un cadre probabiliste. La deuxième étape, implique la construction de modèles mathématiques, pour représenter la dynamique des variables. Et enfin, la troisième étape se concentre sur, les paramètres et le calibrage. Essentiel, 2 types de mesures sont utilisées, on a la première mesure, la mesure historique P, notée P, qui, repose sur les tendances passées du marché et la mesure risque neutre Q, qui aligne les projections, sous un taux, sans risque indispensable à la valorisation des actifs financiers. Et dans le cadre de la directive Solvabilité 2, les GSE sont intégrés dans plusieurs domaines. On les retrouve notamment dans l'ORSA, où on peut utiliser un GSE historique et risque neutre et que ça soit aussi pour le calcul du SR en modèle interne ou pour le calcul de BC Smith aussi. Disons, après cette introduction au GSR et leur application, passons maintenant aux enjeux et solutions clés abordés dans cette étude. Ce mémoire aborde 3 enjeux majeurs liés aux générateurs de scénarios économiques, au GSE. Tout d'abord, les GSE classiques, construits sur des modèles paramétriques souvent rigides, ont du mal à capturer la complexité et l'évolution dynamique de marché. En effet, cette rigidité limite leur capacité à refléter avec précision les variations des conditions économiques. Ensuite, en pratique, les assureurs utilisent généralement 2 GSE, un GSE risque neutre pour effectuer la valorisation et un GSE historique pour effectuer la projection des risques, notamment dans le cadre de l'ORSA ou l'allocation stratégique. Et souvent, ces GSE sont développés indépendamment par différentes entités d'un même groupe, ce qui peut entraîner un manque de cohérence entre eux. Ainsi, disposer d'un GSE unique capable d'assurer à la fois la valorisation et la projection permettrait d'améliorer la cohérence des résultats et d'unifier les approches méthodologiques. Et enfin, le potentiel du machine learning et plus particulièrement des réseaux de neurones qui peuvent offrir une approche plus flexible et mieux adaptée aux spécificités du secteur de l'assurance en permettant de mieux capturer les interactions complexes entre les différentes variables économiques. Ainsi, pour répondre à ces défis, à ces 3 enjeux, ce mémoire se propose l'utilisation du modèle RVFL, Random Functional Vector Link, qui est une approche de machine learning. Son utilisation nous permettra d'abord de modéliser un GSE historique. Ainsi, nous allons obtenir des projections sous la mesure historique. Ensuite, une méthode de neutralisation du risque est créée dans le but de passer des projections historiques vers des projections risque neutre. Enfin, il est essentiel de rappeler que ce travail s'inscrit dans la continuité des recherches de Aubert Lassarat. Elle avait déjà utilisé le modèle RVFL pour modéliser un GSE historique. Ainsi, l'objectif final est de concevoir des projections économiques plus robustes et cohérentes, mieux alignées avec les exigences du secteur et de la gestion des risques en assurance. Pour ce faire, mon exposé se fera en 3 grandes étapes.
La première partie, j'exposerai comment on modélise les projections sous probabilité historique. Ensuite, comment la transition de projection sous proba historique vers proba risque neutre est fait. Et pour finir, je ferai une application concrète de calcul de Estimate. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec la première partie qui concerne les projections sous proba historique, où je détaillerai le retraitement des données que j'ai effectuées, la présentation du modèle RVFL ainsi que les résultats obtenus. Ici, il faut avoir en tête que concernant le choix des données, celui-ci est aligné avec la structure de des placements des assureurs français qui investissent majoritairement dans les obligations et les actions. Et dans cette étude, j'ai choisi de projeter les facteurs de risque actions et taux, car en effet, ce sont les principaux facteurs impactant la gestion active-passive des assureurs. Ainsi, leur prise en compte est donc essentielle pour garantir une modélisation pertinente et représentative des réalités du secteur. Sans plus tarder, par rapport aux actions, j'ai choisi l'indice du CAC 40 a été retenu en raison de son importance dans l'économie française et son rôle clé dans les investissements des assureurs français. Et la première transformation que j'ai eu à faire, c'était de transformer l'indice de fermeture en log rendement dans le but de stabiliser la variance et de réduire les effets de niveau. Ça me donne ainsi le graphique du log rendement et ça me permet d'obtenir ma première série temporelle avec le log rendement du 440 obtenu ici. Après avoir présenté le retraitement effectué pour les actions, passons maintenant pour le taux. Par rapport au taux, il y a eu plus de modifications effectuées. D'abord, ici, mon choix s'est porté sur le taux swap Euribor 6 mois, du fait que de leur pertinence dans l'évaluation des engagements des assureurs. Ce choix est aussi motivé par la structure et l'exposition géographique des placements des assureurs français, mais aussi par leur utilisation par l'IOPA pour la courbe de taux sans risque. Ainsi, la première transformation a été de passer des taux swap en taux spot par bootstrapping pour avoir une courbe de taux zéro coupon plus adaptée aux évaluations financières. Et une deuxième transformation a été de réduire la dimensionnalité qui a été effectuée grâce au modèle de Nelson-Siegel. Pour rappel, le modèle de Nelson-Siegel, c'est une approche paramétrique utilisée pour modéliser la structure par terme des taux d'intérêt. Ainsi, on extrait les trois composantes principales, à savoir bêta 1 qui est ici le facteur du niveau, bêta 2 le facteur de rotation et bêta 3 le facteur de quantification. Il faut avoir en tête que pour la méthode de Nelson-Siegel, il y a un quatrième paramètre qui est le paramètre d'échelle, lambda, mais dans le but de simplifier le modèle, je l'ai fixé à une valeur optimale. Ainsi, ça me permet d'obtenir ma série temporelle multivariée pour le taux. Ainsi, disons, après ce retraitement des données, découvrons maintenant le modèle RVFL et son architecture spécifique. Pour rappel, le modèle RVFL ou Random Vector Functional Link, c'est une architecture de réseau de neurones optimisée pour la projection économique. Contrairement au réseau de neurones classique, il ne nécessite pas, disons, un apprentissage itératif long et complexe. Les poids des connexions cachées, les bêta, les W, sont générés aléatoirement. Seuls les paramètres de sortie sont ajustés. Ainsi, ce fonctionnement lui apporte trois avantages majeurs: une réduction du temps de calcul, une limitation du surapprentissage grâce au mécanisme de régulation, ainsi une capacité à capturer des dynamiques économiques complexes. De ce fait, sur cette diapositive-là, on peut observer les données retraitées vont alimenter le modèle et ça va nous permettre de produire une projection centrale. Mais pour refléter l'incertitude des marchés, une variabilité est rajoutée grâce à la méthode du block bootstrap. Ce que fait la méthode du block bootstrap, c'est qu'il génère des résidus aléatoires et échantillonnés et les injecte dans les simulations, ce qui nous permet d'obtenir plusieurs simulations. Et cette méthode, elle est effectuée pour 1000 fois pour avoir 1000 simulations. Maintenant, passons à l'évaluation de la performance de ces projections. Pour ce faire, j'ai étudié l'analyse prédictive. Cela veut dire que j'ai pris l'ensemble de mes données,
Je l'ai scindé en deux. 80%, c'était ma base d'entraînement, de train, et j'ai fait une projection en test sur 20%. Et d'élargir aussi dans le but d'élargir, j'ai fait une comparaison avec deux modèles classiques, le modèle VAR et ARIMA, et un autre modèle de réseau de neurones, à savoir le modèle LSTM. Et en premier, on peut observer ici les métriques de performance sur les actions et sur les taux. Pour les taux, j'ai juste choisi ici de représenter juste la première composante Nelson-Siegel, à savoir le taux long. Ce qu'on peut observer ici, c'est que le modèle RVFL, il présente, disons, des performances assez compétitives, notamment que ce soit pour le rendement logarithmique ou pour le taux long. Et cela peut être aperçu lorsque l'on trace la courbe avec les valeurs réelles et les différents modèles. On peut regarder là, voir que le modèle RVFL en bleu arrive à suivre plus les valeurs réelles, les valeurs test qui sont en pointillé, que ce soit pour le rendement logarithmique ou pour la première composante Nelson-Siegel. Ainsi, ce qu'on peut retenir de cette analyse prédictive, c'est que le modèle RVFL, il arrive à capter les tendances de manière efficace comparé aux deux autres modèles classiques et l'autre modèle de réseau de neurones. Maintenant, essayons de voir comment le modèle se déploie sur des projections sur le long terme, en tenant compte. Donc, pour ce faire, étant donné que le modèle RVFS, c'est un modèle de réseau de neurones, donc il a des hyperparamètres. Là, j'ai construit la grille des hyperparamètres, j'ai donné des valeurs. J'ai utilisé l'optimisation bayésienne et une validation croisée dans le but d'obtenir des hyperparamètres optimisés. Pourquoi? Si on a des hyperparamètres les plus optimisés, ça nous permet d'améliorer la performance du modèle et éventuellement améliorer aussi les résultats. Et ici, j'ai fait une projection sur 20 ans, car en général, les contrats d'assurance sont projetés sur cette durée, voire plus, afin de couvrir la quasi-totalité des engagements. Et j'ai fait une projection, j'ai fait aussi 1000 simulations. Ça me permet d'obtenir ainsi la série pour l'action avec le rendement logarithmique et les trois séries de taux. Maintenant, passons à une analyse plus précise de ces projections obtenues. Là, je distingue le cas pour les actions et le cas aussi pour les taux. Là, on peut voir la première courbe, ça correspond à l'historique et les 1000 projections. En noir, on a l'historique et la masse colorée, ça correspond aux 1000 projections du rendement. Euh, que ça soit, disons, pour les actions ou pour les taux. Ici, pour les taux aussi, je trace toujours celui du taux long, c'est-à-dire la première composante Nelson-Siegel. Les résultats montrent une forte variabilité dans chaque projection, comme nous pouvons l'observer ici, que ça soit là ou là, ce qui permet de capturer une large gamme d'évolutions possibles des marchés. En effet, cette diversité, elle est essentielle pour anticiper les différents scénarios de risque auxquels un portefeuille pourrait être exposé sur le long terme. Et dans le but d'affiner plus l'analyse, j'ai tracé les intervalles de prédiction. Toujours en noir, nous avons l'historique. Là, en vert, nous avons la projection centrale. En violet, les intervalles de confiance, 95-5%, et ensuite 75-25, et en jaune, en orange, 25 et 95%. Donc, ici, ce qu'on peut observer, c'est que les intervalles de confiance s'élargissent avec le temps, ce qui reflète l'incertitude croissante des prévisions à long terme. Cela souligne aussi l'importance d'une approche probabiliste. Et aussi, le modèle se distingue par sa capacité à apporter, disons, une stabilité progressive aux projections grâce à ses mécanismes de régulation et à sa prise en compte des structures non linéaires sous-jacentes. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que les projections obtenues montrent, disons, une certaine cohérence avec la reproductivité des scénarios historiques, bien que des comparaisons avec des modèles existants soient nécessaires pour en évaluer pleinement la pertinence. Ce qui m'amène à la dernière étape de cette partie, qui est d'effectuer une comparaison avec un modèle paramétrique. En l'occurrence, ici, j'ai fait une comparaison avec le modèle Black-Scholes. Ainsi, dans cette section, je compare d'abord les prix obtenus par le modèle RVFL, qui sont la distribution des prix. Le modèle RVFL, c'est représenté en rouge et le modèle Black-Scholes, c'est représenté en bleu. Le constat, c'est que le modèle Black-Scholes produit une distribution qui est plus concentrée,
comme nous pouvons l'observer ici, ce qui reflète une volatilité constante et une dynamique plus rigide au prix. En revanche, euh, le modèle RVFL génère une distribution qui est plus étalée avec des longueurs de queue, ce qui permet ainsi de capturer mieux les scénarios, disons, extrêmes et la variabilité du marché. Lorsque l'on passe à l'analyse de la VAR, la value at risk, ça confirme cette différence parce que là, nous pouvons observer que le modèle REFL présente une variabilité plus élevée pour les prix, ce qui traduit une meilleure prise en compte des fluctuations de marché. Cela aussi permet d'obtenir des projections plus réalistes et particulièrement utiles pour la gestion des risques. Ainsi, la conclusion qu'on peut tirer par rapport au GSE historique, les projections sous proba historiques obtenues, c'est que les résultats montrent que le modèle RVFL donne des projections qui sont assez cohérentes et il capture aussi bien la volatilité de marché. Donc, après avoir, disons, créé ou construit un GSE qui donne des projections qui sont pas mal cohérentes, maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est de transformer ces projections sous proba historique en proba risque neutre. Pour ce faire, je vais d'abord faire un petit focus sur le monde risque neutre et ses caractéristiques. Ensuite, je présenterai comment la méthodologie que j'ai utilisée pour transformer ces projections historiques obtenues précédemment en projections risque neutre et j'analyserai aussi les résultats de cette transformation. Pour rappel, la mesure risque neutre est une mesure de probabilité sous laquelle la valeur d'un actif correspond à l'espérance de ses flux actualisés, futurs actualisés au taux sans risque. Il est caractérisé par 12 concepts, donc concepts clés qui sont ici la market consistency. En d'autres termes, cela garantit que les prix sont cohérents avec les données du marché et la martingalisation qui s'assure que le processus de prix ne contient pas d'arbitrage. Et là, nous pouvons observer la courbe de taux d'IOPA, qui nous servira de taux de risque de référence euh, pour les projections, pour les transformations qui vont suivre. Sans plus tarder, je vais expliquer la première transformation qui était de transformer les projections historiques pour les taux. Pour ce faire, ça va se dérouler en trois étapes. La première étape, consiste à reconstruire les taux zéro coupon à partir des composants de Nelson-Siegel projetés. En effet, pour rappel, j'ai pas projeté la courbe de taux zéro coupon directement. Je me suis basé sur les trois composants de Nelson-Siegel. Ainsi, une reconstruction de la courbe de taux s'impose dans le but d'avoir la courbe de taux zéro coupon sur lequel on effectuera les transformations. Ensuite, ces taux doivent être alignés avec la courbe de taux sans risque. Et pour ce faire, je vais d'abord centrer les taux. Et après les avoir centrés, je vais ajouter le taux sans risque. Ici, le RC, c'est le taux zéro coupon centré. Le F, ici, c'est le taux forward. Je l'ai déduit de la courbe de taux initiale de l'IOPA, la courbe que j'avais montrée tout à l'heure. Et ça me permet d'avoir ainsi un R ajusté, qui est le taux qui donne en moyenne de taux sans risque. Et la dernière étape, c'est de calibrer un paramètre d'ajustement, un ensemble de paramètres d'ajustement pour s'assurer de la cohérence des prix des swaptions de marché. L'idée ici est que notre modèle, lorsque l'on prend le taux sans risque, le taux avec le modèle RVFL, lorsque l'on calcule un prix de swaption, ça puisse donner celui du marché. Ainsi, un paramètre d'ajustement alpha T qui dépend du temps qui est calibré pour que lorsqu'on calcule le prix avec le modèle RVFL, ça puisse retomber sur le prix des swaptions du marché. Et au final, le taux zéro coupon sous la mesure risque neutre après calibration va juste être alpha T étoile qui est le alpha T calibré, multiplié juste par le R ajusté qui est le taux qui donne en moyenne le taux sans risque. Après cette présentation de la modélisation risque neutre des taux, passons maintenant à celui des actions. Pour les actions, cette fois-ci, ça va se passer juste en deux étapes. Donc, l'idée ici est d'assurer, la première étape, c'est d'assurer la propriété de martingalité. Donc,
Pour rappel, la propriété de martingalité dit l'espérance du prix actualisé doit être égale au prix initial. Donc, là, pour rappel, le phi, c'est le rendement historique obtenu avec le modèle RVFL. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est on va ajuster ces rendements-là pour que ça puisse garantir la propriété de martingalité. Pour ce faire, j'ai juste ajouté un facteur correctif. De ce fait, on passe de phi à phi ajuste. Ainsi, lorsque je calcule, disons, l'espérance du prix actualisé avec le phi ajuste, ça me donne le prix initial. Voilà. Et comme pour les taux, pour les actions aussi, je vais calibrer un paramètre d'ajustement, mais cette fois-ci, ce sera juste un paramètre constant qui ne va pas dépendre du temps. En effet, la CPR recommande de pouvoir reproduire le prix d'une option vanille à un an. Donc, à l'occurrence, ici, les prix d'options puissent être, les prix d'options calculés avec le modèle RVFL puissent être en raccord avec ceux du marché. Donc là, pour ce faire, je vais calibrer de telle sorte que, disons, lorsque je vais calculer le prix put Black-Scholes, pourquoi le modèle Black-Scholes? J'ai utilisé le modèle Black-Scholes parce qu'il est considéré comme un benchmark dans le monde financier. Donc, je l'ai utilisé comme étant le prix, disons, qu'aurait donné le marché. Ainsi, là, je fais une différence. Je veux que le prix call, lorsque je vais calculer avec le modèle RVFL, puisse être égal au prix call qu'aurait donné le modèle Black-Scholes. De la même manière que le prix put que donne le modèle RVFL puisse être égal au prix put que donne aussi le modèle Black-Scholes. Et pour rappel, là, je n'ai pas utilisé le modèle Black-Scholes classique, j'ai utilisé un modèle Black-Scholes avec drift variable. Euh, il a été recommandé dans une étude, c'était en 2002, Quentin Pinor. Voilà, parce qu'il nous avait dit, genre, qu'avec le drift variable, ça permet de plus capter la volatilité et les différentes variations. Donc, pour résumer, après avoir ainsi calibré le paramètre bêta, nous avons un phi. Le phi, donc le phi, disons, le rendement sous la mesure risque neutre va être égal à ce paramètre ajusté fois le phi ajusté, le phi qui permet de garantir la propriété de martingalité. C'est ça qui clôt l'explication de la démarche de modélisation risque neutre pour les actions et pour les taux. Comme je l'avais dit au début, maintenant, on doit passer à la partie où on va vérifier est-ce que la propriété de martingalité et market consistency sont bien vérifiées et validées. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par faire le test de martingalité, voir si les transformations faites vérifient bien la propriété de martingalité. Donc là aussi, je vais distinguer les deux cas, le cas pour les actions et le cas pour les taux. Pour les actions, le test, je reviens juste à la définition de la propriété de martingalité qui dit l'espérance du prix actualisé doit être égale au prix initial. Donc là, le déflateur, il faut le voir comme si c'était le taux actualisé. Euh, L'indice, il faut le voir, c'est comme si c'était le prix de l'action dont le prix initial c'est 1, ce qui nous permet d'avoir moins 1 parce que le prix initial ici c'est égal à 1. Et j'ai fait une somme parce que l'espérance ici, je l'ai transformée en une somme empirique. Donc, je fais la différence et ça me donne 0. Et dans le but aussi d'élargir plus la comparaison, j'ai regardé ce qu'aurait donné un modèle paramétrique. Pour les actions, j'ai regardé le modèle Black-Scholes. Et là, j'ai tracé l'évolution des écarts de martingale sur les 20 ans, vu que j'ai fait une projection sur 20 ans. Le premier constat, c'est que pour le modèle Black-Scholes, le modèle paramétrique, euh, la propriété de martingalité est vérifiée parce que l'écart est égal à 0. Pour le modèle RVFL, la propriété aussi est vérifiée, même si on a un écart faible, mais c'est de l'ordre de 10 puissance moins 4, ce qui reste assez négligeable et acceptable. Quand je passe pour les taux, là, le test de martingalité, l'idée ici est de voir est-ce que la moyenne des déflateurs, la moyenne du taux d'actualisation, est-ce que c'est égal au prix zéro coupon qu'aurait donné le taux IOPA, le taux sans risque IOPA. C'était la courbe initiale qu'on avait, que j'ai pris la courbe de taux IOPA. Comme pour les actions, là aussi, j'ai regardé ce qu'aurait donné un modèle paramétrique classique. Là, j'ai pris le modèle Hollen-White. Comme pour les actions aussi, le modèle Hollen-White, c'est l'écart, c'est égal à 0. Cela veut dire que le test est vérifié. Là aussi, pour le modèle RVFL en rouge, on note aussi un écart pour les longues maturités de l'ordre aussi de 10 puissance moins 4.
ce qui reste acceptable et voilà et ce qui fait que ainsi de manière générale, la conclusion qu'on peut tirer, que ça soit pour les actions ou pour les taux, les tests confirment que le critère de martingalité est vérifié, même si on a un écart faible de l'ordre de 10 puissance moins 4. Disons qu'après cette présentation du test martingalité, passons maintenant à la présentation du test de market consistency. Là aussi, j'ai distingué le cas pour les actions et le cas pour les taux. On va d'abord se concentrer pour les actions. Pour rappel, pour les actions, l'idée était de reproduire le prix d'option put et call à 12 mois, cela veut dire un an, à la monnaie, euh, pour le modèle RVFL. Et donc, étant donné qu'on avait pris le modèle Black-Scholes comme benchmark, là, le constat qu'on peut faire, c'est que ce soit pour les put et call, genre les prix RVFL et Black-Scholes restent assez proches. Là, nous avons un écart de l'ordre de 10 puissance moins 3. Ça valide aussi que la cohérence des rendements ajustés, ça montre que les rendements ajustés arrivent à un peu reproduire les prix des options Black-Scholes. Et ainsi, la cohérence des rendements ajustés et la dynamique de marché. Maintenant, lorsque l'on passe par rapport au taux, l'idée ici était de repricer, de pouvoir reproduire les prix des swaptions. Bah, parce que là, c'était juste un choix qu'on avait fait lors de la calibration. Je voulais juste pouvoir reproduire les prix des swaptions du marché. Donc, là aussi, j'ai fait une comparaison. Il faut avoir en tête que le prix de marché, ça, je l'ai obtenu sur Bloomberg. Voilà. Et là, que ça soit aussi pour les actions, pour les prix ajustés des swaptions, il est aligné avec celui du modèle, même si on a un écart de l'ordre de 10 puissance moins 4. Et encore une fois, ça confirme la cohérence de la modélisation des taux. Ainsi, la conclusion qu'on peut tirer, la première conclusion, c'est que ce soit pour les actions ou pour les taux, le test de market consistency est vérifié. Donc, de manière générale, la conclusion générale qu'on peut dire, c'est que ça soit le test de market consistency et martingalité, que ça soit pour action ou pour taux, ils sont vérifiés de manière générale, ce qui veut dire que les transformations effectuées garantissent la cohérence de ce qu'on peut trouver dans un monde, disons, proba risque neutre. Ainsi, les projections historiques, les projections obtenues sous la proba historique, risque neutre autant pour moi, sont assez cohérents. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la dernière étape de notre étude qui était de nous mettre dans une application concrète, en l'occurrence, un calcul de BC Estimate. Dans cette partie, je ferai un rappel de c'est quoi un BC Estimate, comment on le calcule, et de notre indicateur, à savoir la TIVOC. Je reviendrai sur la définition de la TIVOC et les hypothèses que j'ai utilisées pour faire ce calcul et l'outil aussi que j'ai utilisé. Et enfin, je présenterai les résultats obtenus et les analyses qui en découleront. Pour rappel, le Best Estimate, ça représente la valeur actuelle des engagements futurs d'un assureur. En d'autres termes, c'est le montant que l'assureur doit prévoir aujourd'hui pour payer les sinistres et prestations futures. Sa définition est donnée par cette espérance avec la proba sous Q et P du facteur d'actualisation et le flux de cash flow. Ainsi, avec un générateur de scénarios économiques, un GSE, on a des scénarios et ça va nous permettre d'obtenir des projections de flux. Et en d'autres termes, le BE, c'est juste la moyenne pondérée des flux actualisés. Lorsque je passe à la TIVOC, la définition de la TIVOC, c'est que ça représente le coût des garanties et options incluses dans les contrats d'assurance. Pour un peu expliquer, c'est que un contrat d'assurance vie avec un rendement minimum garanti, même si les marchés chutent, l'assureur doit toujours garantir un certain taux à l'assuré. Cela représente un coût potentiel pour l'assureur en cas de forte baisse et c'est ce que vient compenser, c'est ce que représente la TIVOC, en fait, le coût des garanties et options qui sont incluses dans les contrats d'assurance. Pour son calcul, c'est un calcul conventionnel. Ça va être juste la différence entre la valeur avec option, qu'on peut voir comme le BE stochastique, et la valeur sans option, qu'on peut voir comme le BE déterministe. Après cette révision des principes fondamentaux, à savoir BE et TIVOC, passons maintenant aux hypothèses clés que j'ai posées pour faire leur calcul.
Pour rappel, dans mon cas, dans ce mémoire, moi, je calcule juste un BE pour un contrat d'épargne en euros. Donc, pour le générateur de scénarios économiques, j'ai dû prendre des hypothèses. Pour rappel, j'ai juste projeté deux facteurs de risque, à savoir le facteur de risque action et le facteur de risque taux. Ce sont ainsi, c'est la raison pour laquelle pour le taux zéro coupon, je vais prendre les projections RVFL, l'indice de l'action aussi pareil. Mais étant donné que j'ai pas projeté l'inflation, l'immobilier et le crédit, je vais prendre les sorties données par le GSE de Prémat. Voilà. Et le G7 Prémac, il est basé sur des modèles paramétriques. Et par rapport à la répartition du portefeuille fictif d'actifs, il est composé essentiellement d'obligations. Ensuite, nous avons l'action, l'immobilier et le monétaire. Par rapport au passif, là, j'ai posé ce qui est encore fictif, j'ai posé une provision mathématique, la PM, à 60 millions d'euros. L'âge moyen, je l'ai fixé à 50 ans. En nombre d'assurés, 228. Et j'ai posé la PB à 90% et le TMG à 0,5%. Disons qu'après cette présentation des hypothèses clés au cours du calcul, passons maintenant au résultat. Là, le BE, je l'ai calculé grâce à l'outil Simbel. C'est un outil en interne à Primact avec 1000 simulations parce que j'ai fait 1000 simulations. L'horizon de temps a été fixé sur 20 ans parce que j'ai fait une projection sur 20 ans. Et pour rappel, la PM ici, elle est à 60 millions. Dans le but d'élargir aussi la comparaison, j'ai aussi calculé le BE obtenu avec le G7 Premact. Pour rappel, le G7 Premact est essentiellement basé sur des modèles paramétriques et moi, le G7 RVFL, c'est un G7 non paramétrique pour essayer de voir la comparaison. Donc là, par rapport au BE, je note un écart de 1,5% quand je fais l'écart entre le G7 Premact et le G7 RVFL. Cet écart peut sembler faible, mais en réalité, il représente 15% des fonds propres, ce qui est loin d'être négligeable. Et cela met juste en lumière sur la sensibilité du BE au changement de modèle et l'importance de mener des tests de robustesse approfondis. Lorsque je passe à la TIVOC, on observe un écart de 13%. Cet écart reste raisonnable, comme je l'ai rappelé, compte tenu de la nature conventionnelle de ce calcul, et ça témoigne simplement des spécificités propres à chaque modèle. Et dans le but de pouvoir aussi élargir davantage l'étude sur le BC-Smith, j'ai étudié la sensibilité à travers des chocs. J'ai effectué pas mal de différents chocs, que ce soit mortalité, frais, rachat, spread. Et l'analyse des chocs révèle que le modèle RVFL présente une sensibilité plus marquée, liée à sa structure non linéaire et à sa capacité à bien reproduire les scénarios extrêmes. Cette caractéristique euh, peut être vue comme un atout pour représenter fidèlement la diversité des dynamiques de marché, mais ça soulève aussi également la question de la sensibilité du BE, car ce qui est attendu d'un bon GSE, c'est qu'il trouve un équilibre entre la richesse des scénarios et la stabilité des résultats. Donc, en définitive, ce qu'on peut retenir par rapport au modèle RVFL, c'est qu'il produit des résultats assez cohérents et il montre qu'il est capable de poser dans des conditions de marché variées. Toutefois, disons, cette flexibilité dont il découle doit être accompagnée de tests complémentaires afin de garantir la cohérence et la stabilité des indicateurs calculés, en particulier dans des cadres réglementaires où la robustesse des résultats est primordiale. Maintenant, pour finir cette étude, ben, nous allons passer à la conclusion où je vais parler des bilans réalisés ainsi que des perspectives et des limites observées. Par rapport au bilan et impact clé, j'ai réussi à effectuer un GSE sous proba historique avec le modèle AVFL qui a respecté, disons, les critères qui visent à refléter fidèlement la réalité économique. Par rapport au RVFL risque neutre, on a respecté les modèles du monde risque neutre, à savoir Market Consistency et Martingalité à l'aide des tests effectués. Lorsque j'ai fait une comparaison avec des modèles paramétriques, les résultats restent cohérents, même si on a des fluctuations. Et par rapport au BE, on a un écart non négligeable comparé à un modèle paramétrique, mais une sensibilité accrue au choc et aux dynamiques de marché. Par rapport aux limites, comme on peut l'observer,
l'intégration de facteurs de risque supplémentaires comme l'inflation ou le spread aurait été mieux, même si, le but ici, c'était plus, le cœur du mémoire, c'était plus de passer des projections historiques vers des projections risque neutres. Mais dans des travaux futurs, intégrer ces facteurs de risque pourrait permettre, d'élargir, l'analyse. Et aussi améliorer la méthode risque neutre. En effet, la calibration, surtout pour les taux, prenait énormément de temps et explorer aussi d'autres calculs d'indicateurs comme, faire un calcul du SCR et faire pourquoi pas faire une application d'ORSA vu qu'on a fait, voilà. Et l'utilisation des tests, de conformité, pour cette partie-là, je l'ai développée en amont, mais pas dans le mémoire. J'ai vu que j'avais eu à faire une conférence à l'ISFA. J'ai dû présenter, j'avais je l'avais fait après le mémoire. J'ai dû présenter, les, le j'ai dû effectuer des tests en utilisant les signatures et la MMD et je me suis rendu compte que les projections historiques obtenues étaient, conformes par rapport aux tests. Donc disons que les GSE historiques obtenus étaient fidèles à la réalité économique. Et c'est ce qui, termine, ma présentation. Si je ne sais pas si, vous avez des questions? Voilà, je vais OK. Bon, je vais essayer de lire, OK, bah, il y a une première question qui porte sur le choix de la valeur optimale du paramètre lambda. Disons que j'ai utilisé, une métrique qui est la SPL. Donc ce que je faisais, c'est bon, je choisissais, différentes valeurs pour lambda. Ce que je faisais, c'est que je prenais, l'ensemble des données, disons la 1re courbe normale, j'extrais, les 3 composantes de Nelson-Segal avec ce lambda-là et après je faisais, disons, une reconstruction. J'essayais de voir, disons, le lambda qui se fitait plus aux données. C'est comme si c'était une sorte de régression. Après, je teste différentes valeurs dans lambda et j'utilise une métrique, c'est la SLP. C'est une métrique qu'on a utilisée lors, d'un concours Kaggle et je l'ai réutilisé parce il permet de capturer différentes, sensibilités comparées, par exemple, à un métrique classique comme RMSE ou MAE et c'est comme ça que j'ai eu à choisir le paramètre d'échelle. J'ai d'abord fait différents tests entre 2 et jusqu'à 50 pour le paramètre d'échelle. Après, j'ai essayé de réduire, disons, les pas et à la fin, je me suis arrêté à un pas de l'ordre de 10 puissance, 3. Voilà. Heu, voilà. Après, je l'ai bien expliqué dans le mémoire, mais si c'est pas clair, vous me dites. Il y a une autre question qui est, sur quelles données est-ce que vous avez évalué les paramètres pour la projection? OK, pour, la projection sur 20 ans, c'est, sur les données de mon entrée, le traitement que j'ai présenté. Bon, je vais partager pour expliquer. Bah, disons que c'était, voilà. C'était avec ces données-là, les données qui partaient c'était avec les données qui partaient de 2001 jusqu'à 2023. Donc, c'est avec l'ensemble des données parce qu'il y a 2 choses que j'ai fait. Il y a la première partie où j'ai pris l'ensemble des données, je les scindées en 2, 80 train et 20 test. Je l'ai entraîné sur 20 et j'ai fait juste une projection sur les 20 de test pour, juste essayer de faire une analyse prédictive. Mais par rapport à la projection sur 20 ans, là, cette fois-ci, bah, disons, oula, bah, disons que cette fois-ci, j'ai fait la projection sur tout l'ensemble de données comme nous pouvons l'observer ici. Après, c'est sûr avec l'ensemble des données que j'ai effectué l'optimisation bayésienne et la validation croisée pour pouvoir trouver les meilleurs hyperparamètres. Heu, dans mon cas, c'est une question qui explique comment la volatilité est modélisée sur l'approche RVFL. Parce que dans mon cas, lorsque j'ai fait les projections,
Comme pouvons l'observer ici, dans mes données, pour par exemple, pour l'ensemble des données, il y avait juste l'action, le rendement logarithmique et les 3 composantes de Nelson-Segal. Mais disons que le modèle RVFL, il arrive à bien concevoir et à bien conserver la volatilité, à bien permettre une bonne réplication de la volatilité, comme j'ai pu l'observer quand j'ai fait la transformation de projections sous proba historique vers vers la proba risque neutre. Mais en soi, j'ai pas fait une projection parce qu'il y avait la personne qui avait, la dame qui avait fait la projection avec le modèle RVFL. Elle avait projeté la volatilité pas empirique quand il avait fait, mais moi, j'avais juste, avec ma série temporelle, j'avais juste 4 séries temporelles. Pour l'action, j'ai juste pris le modèle, le 440, j'ai pas pris la volatilité. Il y a une autre question qui porte sur comment on fait pour le test de signature. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à la base, disons, comme moi, j'ai mes 4 séries temporelles, j'ai les 4 séries temporelles, et quand je fais le test de conformité pour les projections historiques, donc ce qu'on fait en premier, c'est transformer ces séries temporelles-là en projection avec un produit en tensor, un produit tensoriel. Et après qu'on les ait obtenus, on va calculer la MMD. La MMD, on peut la voir comme une distance. Donc, le but de ce test, c'est de voir est-ce que on va partir des projections des données historiques, les données qu'on a, et les projections, ce qu'on veut voir, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, en fait, est-ce qu'ils appartiennent à la même loi de probabilité et tout. Donc, ce qu'on fait, c'est on les transforme en signatures quand on aura les différentes signatures et tout. Là, on va calculer la MMD, disons la distance euh, entre la partie historique et la partie projetée. Mais calculer une distance tout court, ça va nous donner une valeur. Mais pour juger euh, si la valeur elle est adéquate ou pas, on va devoir utiliser un seuil. Et pour utiliser le seuil, on va partir juste sur les données historiques. C'est comme si on va se dire que, imaginons, on a les données historiques comme, pas ici, mais là, on a les données historiques parce que lorsqu'on prend le seuil, on va calculer le seuil à 90, le percentile à 95%. C'est comme si on imaginait que, bon, on va prendre l'ensemble d'un même nombre, on va faire du bootstrapping, pas cette fois-ci du block bootstrap, du bootstrapping, et on va essayer de voir, étant donné qu'on a fait du bootstrapping et ils proviennent tous du même ensemble, on va voir c'est quoi, disons, la distance lorsqu'on fait la différence entre deux ensembles. Par exemple, on peut faire 1000 bootstrapping, voilà, et on prend juste 2 séries, on calcule leur MMD et on fait ça plusieurs fois. Et on va prendre, c'est comme pour le calcul du SR, quand on prend la VAR à 95%, là, on va prendre à 90 ou 95, ça dépend. Mais je pense que dans le truc, on avait pris 90%. Là, ça va me donner un seuil. Et ainsi, c'est ce seuil-là que je vais comparer lorsque je vais calculer la MMD entre, disons, les trajectoires historiques. Historique, il faut le voir comme des données historiques et la partie simulée. Si la MMD obtenue est inférieure au seuil, cela veut dire que les données historiques obtenues et les données projetées sont sensiblement, disons, ils sont statistiquement pas différentes. Et c'est ça qui montre que, vu que pour un modèle G, c'est historique, on veut que ça puisse reproduire le passé. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir conclure que euh, les simulations obtenues sont pareilles, étaient, étaient vraisemblables avec les données historiques. Il y a une autre question qui me dit comment prenez-vous en compte la croissance moyenne des actions et de l'inflation pour le calcul du risque neutre? Donc, tout d'abord, pour mon parti risque neutre, moi, j'ai pas projeté l'inflation, euh, juste projeter l'action. Donc, moi, ce que je fais, c'est
J'ai mes 1000 projections. Je vais expliquer là. Voilà, j'ai mes 1000 projections. Après, mon but, c'est d'ajuster mes différents rendements, les différentes FIJ que j'ai obtenues avec le modèle RVFL à l'instant T pour la simulation J. Et si le temps, ça va jusqu'à 240, parce que j'ai fait des projections mensuelles sur 20 ans 240, et j'avais 1000 simulations. Donc, ce que je fais, c'est là, avec les rendements historiques obtenus, ça vérifie pas la propriété martingale, donc je suis obligé d'ajouter un facteur correctif. Ainsi, je passe de phi à phi ajuste. Et c'est avec le phi ajuste là qui va me permettre d'avoir la propriété de martingalité vérifiée. Et ensuite, la deuxième étape, c'est avec le phi ajuste, je calibre un paramètre bêta comme le recommande la CPR pour reproduire le prix d'une option vanille à la monnaie. Voilà. Mais dans mon cas, j'ai pas travaillé sur l'inflation. Euh, voilà, je sais pas s'il y a plus. Pouvez-vous là l'expliquer? Alors, pouvez-vous? Ok. Bon, voilà. Il y a une question qui dit, pourriez-vous expliquer la différence de calcul entre le biais stochastique et le biais déterministe qui servent à calculer la TIVAC? Donc, pour rappel, moi, j'ai utilisé, disons, l'outil Simbel. Donc, dans l'outil Simbel, ce que j'ai fait, c'est, bon, j'ai essayé de rechercher la projection centrale que j'avais avec mes différentes projections. Et dans l'outil Simbel, j'ai juste mis cette projection-là et ça m'a permis d'avoir le B déterministe. Et pour le B stochastique, j'ai juste utilisé ce que j'avais fait là. Disons, mes dernières projections obtenues quand j'ai fait la partie risque neutralisation, genre, quand j'ai fait la méthode, genre les projections que j'ai obtenues, ce sont ces projections-là que j'ai mis sur le taux zéro coupon pour avoir les taux et j'ai calculé l'indice avec les rendements. Et c'est ça qui m'a permis, avec l'outil Simbel, j'ai mis le nombre de simulations et je l'avais mis à 1000 vu que j'avais eu 1000 et c'est ça qui m'a permis d'obtenir mes projections du BE stochastique. Et pour le BE déterministe, je reprends juste, euh, disons, la projection centrale que me donne le modèle. Et c'est ça, après, je fais juste la différence entre le B stochastique et le B déterministe pour pouvoir avoir la TIVA. Euh, voilà. Je, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, bah, je vous remercie de votre présence. Et voilà, j'espère que c'était pas trop, trop condensé et c'était clair aussi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me recontacter soit sur LinkedIn ou voilà, je pourrais essayer de répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup et merci à tous.